Bonjour, Claire Delfosse. Donc moi je suis professeure de géographie rurale à l'université Lyon 2 et nous allons vous présenter donc Pierre Le Gall, les résultats de l'analyse des processus d'innovation portés par les GoPEI et leur diffusion territoriale, qui est une recherche réalisée pour le ministère de l'Agriculture, recherche qui a été réalisée par Laure Couret, qui a été recrutée pour effectuer ce travail, ainsi que rejointe par Colline Sauzion, et sous la direction conjointe de Pierre Le Gall et de moi-même. Alors en deux mots, cette recherche a été réalisée dans le cadre du laboratoire d'études rurales. C'est un laboratoire, une équipe de recherche, hein, c'est pas une UMR, qui a une double tutelle, Université Lyon 2, ISARA, et qui regroupe des enseignants-chercheurs en géographie, histoire et sciences sociales d'une manière plus large. Voilà, je vais laisser Pierre faire la présentation un peu aussi du contexte dans lequel se présente cette recherche. Encore une fois, c'est pas une évaluation, c'est vraiment l'idée de réaliser une recherche qui permet de nourrir les débats autour des GoPEI. On a Oui, perdu. merci Claire. Oui, avant de passer aux présentations, j'insiste bien sur le fait que c'est pas une évaluation et on verra que les résultats finalement qui ressortent de notre travail collectif finalement répond peu à ces questions d'évaluation. Voilà. Petit teasing sur la suite du webinaire. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis enseignant-chercheur au laboratoire d'études rurales et à l'ISARA, qui est une école d'ingénieurs agronomes à Lyon et à Avignon. Donc même si Claire fait la présentation et que moi je prends la parole, voilà, je voulais aussi saluer à nouveau le travail de Laure et Laure Couret et Colline Sauzion qui ont été les chevilles ouvrières et qui, je crois, enfin, j'ai vu Laure et il me semble avoir vu Colline aussi présente à ce webinaire. Et puis je voulais associer aussi mes collègues de l'ISARA, Laura Solaroli et Perrine Van den Broek notamment pour leur participation, et aussi des stagiaires qui ont participé aux études de cas, notamment qui ont servi à l'étude. Je pense à Bénédicte Dalmet, je crois aussi, qui est présente. Voilà, donc forcément, en une grosse demi-heure, c'est difficile de présenter tous les grands résultats, donc on va forcément faire des frustrations et ne pas pouvoir répondre à tout. On va essayer d'être le plus englobant et en même temps le plus précis possible. Ça ne veut pas dire que si plus tard vous avez des sollicitations pour qu'on aille plus loin dans les échanges, il ne faut pas hésiter à nous recontacter. Vous avez nos contacts désormais. Et ce sera avec grand plaisir. Euh, J'enlève le petit cadre. Voilà. Pour vous resituer le cadre à la fois de l'étude et dans lequel le panorama aussi, cette étude s'inscrit. Voilà, je ne vais pas vous refaire l'historique des PEI que vous connaissez toutes et tous et sans doute peut-être plus finement que moi. Mais voilà, rappelez quand même que ça s'inscrit dans un contexte à la fois national, international et j'ai envie de dire régional sur une refonte des productions de connaissances à l'agroécologie au cœur des politiques publiques avec une loi d'orientation agricole associée, des PEI qui sont mobilisés pour voilà, enclencher des transitions des modes de production vers l'agroécologie et qui doit constituer une priorité nationale, donc une orientation des fonds FEADER de 2014-2020, notamment sur ces questions-là. Dans un contexte, et c'est pour ça que je mentionnais la question régionale de fusion des régions, donc les régions deviennent autorités de gestion sur gestionnaires pardon, sur les FEADER, en même temps que on assiste à l'échelle nationale à la production de nouveaux contours régionaux avec de nouvelles missions, de nouvelles prérogatives. Donc les PUI arrivent aussi à ce moment-là et on verra que c'est pas sans impact dans l'orientation de chaque GoPEI. Et puis dans une dynamique un peu plus récente où on a besoin, alors c'est là pour le PUI, mais il y en a eu aussi pour le CASDAR et puis pour d'autres politiques publiques, voilà, d'évaluer
les impacts des politiques publiques et des différents dispositifs qui existent. Et donc la question première dans laquelle nous sommes rentrés et qui nous a été aussi posée dans cette étude, c'est voilà, quels étaient les effets des GoPUI en rapport avec les objectifs premiers de leur déploiement en matière d'innovation et de développement territorial, puisque c'était les deux axes qui, que devait dévoiler le PUI dans les territoires. Euh, alors, comme je vois pas mon écran en même temps, je vois que la présentation, je peux pas prendre les questions au bon, alors je me permettrai d'y répondre après la présentation. Je prie de bien vouloir m'excuser. Euh, on a aussi, attendez, ouais, on a aussi un élément, enfin une étude en parallèle qui a été particulièrement structurante pour nous. C'est une production du CGAER, donc diffusée entre 2023 et 2024, qui a fait une analyse à l'échelle nationale des PUI et du déploiement de ces PUI lors de leur première phase 2014-2020 pour établir différents constats et notamment cette typologie de PUI. Voilà, ils ont essayé d'établir un PUI type, voilà, que serait normand, en élevage au maraîchage, avec 7 membres d'une chambre d'agriculture pour un coût global de 206 000 euros. Voilà, c'est une typologie avec quand même le constat que les PUI étaient plutôt sur l'acte productif, étaient plutôt pour tourner vers des approfondissements de sujets sur des sujets portés par des stations expérimentales avec des acteurs qui se connaissaient déjà pour une durée de 36 mois, donc de 3 ans plus ou moins. Voilà, ça nous donnait une base et ça nous donnait aussi un déploiement voilà, de ce qu'étaient les PUI finalement dans leur organisation et aussi dans leur finalité. Et aussi, on s'est appuyé sur la base de données du RNAR disponible, hein, le fichier Excel, avec les 310 projets qui ont été soutenus entre 2014 et 2020. Voilà, je vous donne un des exemples des typologies, mais là aussi, quand on regarde le nombre de projets, on voit qu'on a une omniprésence des sujets a priori plutôt amont, donc plutôt portés sur l'acte productif et l'agriculture. Euh, si on regarde ensuite les répartitions par région, des régions qui ont ouvert le dispositif, voilà, avec une diversité aussi des filières, mais aussi une diversité du nombre de projets, hein. Voilà, on a souvent l'exemple normand avec les 88 projets soutenus versus Pays de la Loire ou Bretagne qui ont fait le choix, on y reviendra, d'avoir moindre projets avec des plus gros financements. Et donc, en fait, ces éléments de cadrage, ils ont été intéressants et importants pour nous pour comprendre, bah, voilà comment ils se déclinaient, comment la mesure, techniquement, administrativement, était déclinée, quels étaient aussi les acteurs autour de la table et finalement aussi les livrables produits. Voilà, donc il y avait des connaissances qui étaient produites sur le dispositif pour le caractériser et évaluer aussi les modalités de développement, mais on se rendait compte, et c'est là aussi que nous, on a choisi de travailler, c'est, et proposer aussi d'orienter notre étude là-dessus, c'est finalement d'objectiver, comme on a mis ici, les mécaniques de mise en œuvre par le dispositif, son potentiel de transformation, sa plus-value. Finalement, qu'est-ce qui était réellement produit et plus que ce qui était réellement produit, comment on accédait à la connaissance, comment était produite la connaissance et quelles étaient les différentes étapes, les différents mécanismes, les différents processus mis en place par les GoPUI justement pour accéder à cette connaissance. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième, finalement, bah, quelle est la plus-value réelle du PUI dans ces transformations et dans sa contribution spécifique au regard des enjeux de transition durable des mondes agricoles et sylvicoles. Voilà pour le propos introductif qu'on pourrait euh, traduire par cette problématique-là sur la contribution spécifique du PUI à la construction d'un terreau propice aux innovations collectives en faveur des modèles agricoles et sylvicoles plus durables, compétitifs et respectueux des ressources. Voilà, c'est vraiment cette notion de terreau propice aux innovations collectives qu'on a cherché à travailler, c'est-à-dire que plus que la finalité, c'est comment on est arrivé ou comment les acteurs et les membres des GoPUI ont pu actionner et ont pu arriver à une production de connaissances. Rapidement aussi, voilà, on a décliné ces problématiques-là en trois questions de recherche.
La première, dans quelle mesure et comment les GoPUI ont-ils permis la mise en place d'une dynamique d'innovation interactive? Voilà, c'est vraiment comment les PUI ils ont suscité cette innovation interactive, j'ai envie de dire multi-acteurs et ascendante. Voilà, c'était les présupposés du PUI devaient être interactifs, ascendants et multi-acteurs. Donc, comment le PUI a-t-il permis cela? Deuxième question, finalement sur quels ont été les éléments qui ont favorisé la mise en place à la fois d'innovations interactives et qui ont permis l'obtention des livrables adaptés aux besoins des professionnels et à vocation de changement de pratique. Et enfin, dernière question qui est aussi l'un des axes forts revendiqués par le PEI, c'est finalement comment on change d'échelle entre ce qui est produit dans les Go PEI versus la généralisation, la montée en généralité et la diffusion. Voilà. Donc, quelle mesure les Go PEI produisent-ils des effets au-delà du collectif d'acteurs impliqués et peuvent-ils contribuer à un possible changement d'échelle? Rapidement aussi, pour vous dire comment on a travaillé, on a fait, pour analyser ces processus-là, on a été obligé de partir sur une approche qualitative par des différentes études de cas, de projets ciblés. Donc forcément, C'est on n'a bon. pas pu identifier Merci. et à travailler, pardon, sur tous les Allô, GoPUI. ça Donc va on et a toi? dit, ouais, il y a quelqu'un qui parle en même temps, je crois. Ouais. J'entends une conversation. Donc, on a été obligé de faire des choix. Et voilà, je vous, rapidement, un schéma produit par Laure et Colline sur les choix. C'est-à-dire que on a d'abord fait une grande enquête quantitative. On vous remercie parce que j'ai vu que certaines personnes présentes dans ce webinaire ont répondu à notre enquête quanti et aussi qualitative par la suite. On a d'abord identifié des GoPUI qui avaient identifié des réussites au sens très large. On a voulu aussi avoir au moins 2 cas par région, donc on a priorisé ces études de cas-là. On a essayé aussi d'avoir une diversité de PEI en termes de filières, en termes d'orientation. On y reviendra par un schéma. Et ensuite, d'avoir aussi une diversité sur les tailles et les collectifs d'acteurs. Plutôt des projets avec des guillemets classiques de R&D, des projets avec des acteurs économiques à Mont-Eval, donc des projets plutôt filières, et des projets plutôt centrés sur l'approche territoriale. Ce qui a donné 15 études des cas pour cette région avec 68 entretiens. Et en termes de méthode, on s'est fortement appuyé sur la méthodologie d'Azirpa, à la fois pensée et construite par INRAE, mais aussi adaptée par l'ACTA, notamment aussi tous les travaux qui ont été faits sur le CASDAR, et puis aussi un petit peu d'Impress, qui est une méthodologie aussi inspirée, pensée par le CIRAD, qui nous a particulièrement inspiré sur les récits d'impact et les récits de transformation, les nœuds de transformation. Et puis forcément, on a dû faire des choix, on a dû abandonner des régions, des projets, et on s'en excuse, mais à un moment donné, il faut faire des choix. Voilà le type les 15 études de cas sur lesquelles on a travaillé. Rapidement, voilà. À la fois des projets petits par le financement ou gros, et à la fois plutôt sur le territoire, sur des orientations plutôt territoriales et des orientations sur l'acte productif. Et une volonté d'être diversifié dans les types de filières, y compris pour des projets en lien avec la forêt et le bois. Et on verra que la forêt est particulièrement intéressante pour poser des questions de temporalité. Pardon. Si on rentre dans l'analyse, avant de répondre aux questions, on a pris un temps au départ exploratoire et on s'est vraiment, finalement, on a dépassé le cadre exploratoire pour vraiment penser le rôle des régions dans le déploiement des, des différents GoPEI. Alors, on s'est aussi appuyé sur ce qu'a établi comme constat le CGER, mais dans nos entretiens, on est retombé aussi sur les mêmes constats à la fois sur la place du PEI dans des contextes de recherche et de développement diversifiés, entre la volonté d'utiliser les PEI pour financer des dispositifs en place, pour amplifier, donc pour densifier une dynamique en cours, ou pour initier des nouvelles manières de faire. Voilà, ça a été des choix euh, émis par les régions au moment de lancer les appels à projets et de sélectionner les sujets. Et aussi sur des manières différentes de piloter et finalement de penser un projet qui a de l'impact avec voilà, des initiatives, le cas assez caractéristique de Normandie avec ses 88 projets, qui a plutôt eu l'ambition de financer de nombreux petits projets avec des thématiques ouvertes,
et son opposé avec d'autres choix régionaux, des projets plutôt monothématiques, avec une grande diversité d'acteurs. Et puis des choix plutôt intermédiaires avec des projets d'ampleur, mais aussi des plus petits, des thématiques ouvertes ou plus ou moins fermées. Voilà, on retrouvait aussi dans les approches régionales et dans la constitution des appels à projets, finalement, diverses manières de penser le PEI et diverses manières de penser l'impact. Euh, Ces choix, en fait, des régions, ils sont structurants. Parce qu'en fait, ils influent sur le type de projet, à la fois sur est-ce qu'on peut avoir des projets nouveaux avec des nouveaux collectifs d'acteurs, ou est-ce que plutôt des acteurs qui sont rompus à l'exercice ou qui ont déjà enclenché des collectifs ou des projets précédents ont capacité à aller se saisir de ce PUI-là, et aussi sur la taille des dispositifs. Voilà, quand une région décide d'imposer un plancher minimum de financement par partenaire, forcément, ça conditionne un certain type de partenaires et de membres des GoPEI. En fonction aussi de l'ingénierie qui peut être demandée pour réaliser les projets et de l'accompagnement, les régions peuvent être structurantes pour les appels à projets et donc de fait, en fait, conditionner l'orientation et l'expression des différents GoPEI. Donc vraiment, en fait, on veut insister là-dessus sur le rôle structurant des autorités régionales sur l'expression et finalement la composition de ces GoPEI. Donc en soi, en fait, on a une forme de régionalisation réussie du dispositif, puisque c'était l'ambition de départ des PEI, c'est d'opérer cette régionalisation-là. Et on s'est aussi rendu compte que les PEI ils avaient aussi des impacts au sein même des services régionaux, puisque il y avait des fusions et des mutualisations de services entre les services FEADER et les services agriculture. Globalement, les services agriculture des régions ont été les grands chefs d'orchestre de ces PEI-là, avec des réseaux ruraux globalement peu sollicités pour les choix et pour l'orientation et pour l'expression des appels à projets. Voilà, voilà pour les grandes tendances. Euh, et voilà, c'est important de montrer que finalement, derrière la capacité des régions, c'est vraiment des différentes visions d'un projet à impact qui s'expriment. Ensuite, si je reviens aux questions de recherche que j'ai énoncées tout à l'heure, la première sur dans quelle mesure et comment les GoPU ont-ils permis la mise en place d'une dynamique d'innovation. J'en reviendrai, je vois qu'il y a des questions sur Azirpa, je pourrais développer sur les questions, merci de vos retours. Donc, permis la mise en place d'une dynamique d'innovation interactive ascendante et multi-acteurs. Voilà, là, la question qui était posée, c'est est-ce que les GoPUI, ils ont mis en place de nouveaux partenariats? Et derrière, comment ces partenariats, finalement, ces GoPUI, ces Go, se sont constitués? Alors, je vais revenir. Ce qu'on constate, voilà, encore une fois, au même titre que dans les orientations régionales, on a deux grands types de GoPUI qui existent, avec plutôt des GoPUI qui utilisent ce programme-là pour explorer finalement des thématiques soit marginalisées, soit des thématiques sur lesquelles ils n'ont pas forcément les moyens, ou alors des thématiques qui justement nécessitent du multi-acteur qui est une condition sine qua non du PEI. Et finalement, le PEI permet de porter des questions qui n'auraient pas pu être posées ou formalisées autrement que via ce financement-là. Voilà, quand on a des entretiens d'acteurs qui disaient, bah, nous, on voyait bien cette question qui se posait et qui apparaissait, mais on n'avait pas les moyens ni les acteurs autour de la table, le PEI a été un moyen d'explorer ces nouvelles questions-là. Et puis, forcément, et ça on y reviendra tout au long de la présentation, mais travailler avec des acteurs qu'on connaît pour la plupart, mais avec qui on n'a jamais vraiment travaillé, ça nécessite dès la constitution du Géo de faire des pas de côté, de sortir de l'entre-soi, de revoir ses pratiques. Et on va voir qu'en fait, finalement, ces constructions-là et ces échanges dès la phase de planification et de création du projet, ils sont bénéfiques par la suite. Et puis, vous avez aussi d'autres types de GoPUI qui sont là des effets d'opportunité de continuité où le financement permet de poursuivre des projets
formalisé antérieurement, de continuer aussi des projets précédents, d'élargir ou de financer des projets de recherche. Dans tous les cas, on est face à des GoPEI, soit par des thématiques d'ouverture ou des thématiques de continuité, face à des acteurs qui globalement se connaissent. Voilà. Non pas qu'ils aient forcément travaillé ensemble, mais ils se connaissent. Ils ont le même écosystème. Les éléments, voilà, comme je disais tout à l'heure, faire un pas de côté ou travailler l'entre-soi, etc., ça renforce finalement ce que peut être la phase d'émergence, qui a vraiment été soulignée comme une phase fondamentale pour constituer le collectif et finalement co-construire les problématiques. Prendre le temps de qu'est-ce qui nous réunit, comment on partage les problématiques et comment on va se donner les moyens par la suite pour co-construire ces connaissances-là. Et finalement, c'est aussi une souplesse du PEI qui conditionne le multi-acteur, mais qui aussi donne une certaine souplesse dans la définition de ce que doit être le multi-acteur. Et puis aussi une certaine souplesse en disant, bah, on peut accepter que plusieurs acteurs se réunissent au moment du dépôt du projet et laisser aussi le temps que le multi-acteur se fasse pendant le projet. Donc il y a un certain cadrage avec le multi-acteur, mais qui est relativement souple et qui est bénéfique par la suite. Et puis aussi, ce qui fait GoPUI, ce qui fait que le collectif se constitue et fonctionne aussi, c'est par le type de partenaire. Voilà, quand on a des partenaires avec des projets qui sont pilotés, où les chefs de file sont des acteurs opérationnels, ça ramène systématiquement la question du terrain comme principal et premier bénéficiaire. Donc finalement, ça cadre, ça fait une demande et ça cadre l'essentiel des discussions. Voilà, donc le multi-acteur, il replace le terrain au cœur, surtout quand vous avez des chefs de file avec des acteurs opérationnels. On insiste aussi sur le fait que le multi-acteur, il n'est pas toujours décloisonnant. Voilà, vous avez aussi des multi-acteurs, mais des personnes qui ont toujours travaillé ensemble, ce qui n'est pas forcément problématique, mais qui nuance le côté décloisonnant. Et à nouveau, on le voit, les régions, elles peuvent jouer un rôle dans la phase de constitution du partenariat en ayant un regard sur le type de multi-acteurs, mais aussi sur les financements, sur le type de projet, etc. Donc finalement, dès la phase après l'appel à projet, même dans la constitution des GoPUI, les régions peuvent avoir un rôle à jouer. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir sur la phase de constitution, c'est à la fois la capacité des membres à se mettre autour de la table, à parler et surtout à prendre le temps de co-construire les problématiques. Et c'est ça qui fait que on peut avoir une amorce d'innovation interactive avec clairement des éléments facilitants. Ce qui est ressorti, et ça on ne vous l'apprend pas, hein, mais c'est le financement important à 100% qui permet y compris d'insérer des acteurs économiques dans le programme et dans les différents projets. Et le multi-acteur qui a un cadre à la fois structurant, mais non normatif dans le sens où il donne une certaine liberté aux différents géos pour constituer ce multi-acteur. On rappelle aussi que le terrain, eh bien, finalement, c'est un objet d'étude, c'est une finalité, mais c'est aussi un contributeur parce qu'il amène des acteurs de terrain dans le projet. Et puis aussi, c'est le premier bénéficiaire puisque c'est une orientation de transition dans les territoires. Donc le terrain, on le retrouve partout. Et il ne faut pas nier non plus que multi-acteur, il peut être coûteux en temps, en énergie, en ressources humaines, en financement, et que ça peut être source d'épuisement et d'abandon dès la phase de pré-projet et avant même de déposer le projet, de se constituer officiellement en GOPU. Si je passe à la deuxième question qui nous était posée, finalement, comment on accède, une fois qu'on a le partenariat, une fois qu'on a le financement, comment on accède à cette connaissance-là, comment on se donne les moyens pour créer ces connaissances-là, et finalement, quelle est la place de l'innovation interactive dans ces connaissances-là? Comment on accède aux différents livrables, les livrables que l'on retrouve ensuite dans les bases de données, etc. Voilà. Donc, c'est les questions que je vous ai rappelées ici sur le PowerPoint. Élément à ajouter, à préciser, pardon, en amont, pour accéder à l'innovation et à produire des connaissances, on s'est quand même attardé un temps dans notre analyse sur comment les acteurs des GoPUI se donnaient les moyens pour accéder à ces connaissances-là. Voilà.
c'est ce qu'on a intitulé ici comme organiser les conditions de la coopération et de la co-construction des connaissances. Finalement, il faut qu'on arrive collectivement à des connaissances. Quelle est la feuille de route? Quels sont les moyens que l'on se donne pour accéder collectivement à ces connaissances-là? Et c'est là où justement la phase d'émergence, elle peut être intéressante. Alors, phase d'émergence soit formalisée par un PUI d'émergence, soit une longue phase de maturation entre les différents partenaires avant le dépôt du PUI. Puisque finalement, quand les questions, les co-constructions ont été réalisées pendant la phase d'émergence, le copartage de problématiques et finalement la vision commune, on sait où on va collectivement et on sait ce que chacun va apporter. Donc la phase d'émergence, elle est vraiment décisive pour, euh, pour organiser les conditions de la coopération. Ce que l'on a constaté aussi pour favoriser la co-construction des connaissances, c'est d'intégrer dans certains GOPEI, d'intégrer au projet des acteurs dont c'est justement le métier et la profession d'organiser cette co-construction-là. Donc on a eu des GOPEI avec des bureaux d'études chargés de faire la coopération, d'animer les collectifs. Euh, voilà, dont c'était pas forcément la mission première de produire les connaissances en tant que telles, mais de veiller à la circulation des connaissances et à la bonne entente entre les partenaires. Et puis aussi, il y avait dans certains GoPEI des partenaires qui avaient une mission bien précise dans le partenariat, mais qui avaient aussi cette capacité, par des expériences passées, à faire de la co-construction. Voilà, donc c'est ce qu'on a appelé par valoriser le savoir-faire déjà là, c'est-à-dire des partenaires, des chercheurs qui font déjà de la recherche-action, des acteurs de terrain qui ont déjà participé à différents projets, que ce soit des leaders, que ce soit des cases d'art, euh, euh, des, euh, des associations qui ont, des zones VAR aussi qui sont déjà rompues à l'exercice de la co-construction des connaissances. Voilà. Il n'y a pas forcément eu besoin d'intégrer dans le partenariat un acteur spécifique pour la circulation, puisque certains acteurs, certains partenaires bénéficiaient déjà de cette compétence-là. Donc des hommes, des femmes, des compétences particulières, mais aussi des moyens très gestion de projet finalement, des outils, des lieux et des moments collectifs réguliers qui ont été mis en place, des séminaires, des webinaires, des démonstrations de terrain, des rencontres, des copiles, des cotecs, qui ont été grainés dans l'ensemble du projet pour justement favoriser la diffusion et la co-construction et être sûr que chaque GoPEI allait bien dans le sens des préoccupations initiales et avait bien vocation à atteindre le but des livrables et des résultats attendus. Donc voilà, c'est un ensemble de panels d'éléments qui ont été mis en place pour organiser les conditions de la coopération. Ce qu'on a constaté en revanche, c'est que voilà, quand on met l'interconnaissance a posteriori ne fonctionne pas ou mal, c'est-à-dire les cas de GoPEI qui ont essayé finalement de faire le multi-acteur uniquement pour la diffusion, uniquement pour la validation des résultats ou uniquement pour légitimer certains résultats. Voilà. L'interconnaissance, quand elle arrive après, finalement, elle fonctionne pas ou très très mal. Ce qui remet en avant la question de l'émergence et de la co-construction de la problématique. Et aussi, l'ascendance et l'interactivité via le multi-acteur, finalement, c'est un attendu du PUI, c'est-à-dire que c'est une condition d'obtention du PUI, que c'est largement dépendant du facteur humain et des compétences spécifiques, et que ça suppose aussi des étapes clés, notamment dans la co-construction de la problématique et des résultats, c'est-à-dire que le multi-acteur, on se rend compte que c'est à la fois une exigence pour le PEI, mais c'est aussi une exigence finalement pour bien coller aux enjeux de terrain dès la construction dans la phase d'émergence, mais aussi durant le projet, de bien garder cette dimension multi-acteurs pour être sûr de répondre aux différentes attentes des différents partenaires. On a eu des cas de GoPEI où on a senti un essoufflement de certains partenaires parce que le projet partait plus dans leur direction et ça a suscité des dislocations ou des pertes de sens dans la participation de ces géos-là. Et puis, si on s'intéresse maintenant aux innovations interactives en tant que telles, qu'est-ce qui est créé finalement? Eh bien, on se rend compte que le livrable est une innovation. Et on avait cherché à savoir les éléments et à mettre en lumière, pardon, les éléments qui ont permis d'accéder à ces livrables-là. Et finalement, on se rend compte que
le cheminement, le moyen d'accès à la connaissance est aussi une innovation en tant que telle et est aussi une connaissance. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour favoriser le déploiement des résultats, on a identifié l'importance de la co-construction des connaissances via la démonstration in situ. Dans le sens où finalement, bah, quand on avait des stations expérimentales et des fermes, on va dire, commerciales, qui dialoguaient entre elles pour travailler sur des résultats, et bien finalement, ce co-construction des problématiques, ces co-construction des références permettait ensuite une meilleure appropriation des résultats. Et au final, ce qui est intéressant, c'est que ces co-constructions de connaissances, elles ont fait bouger aussi, par exemple, les recherches type savoir empirique et savoir scientifique. C'est-à-dire qu'il fallait que le chercheur fasse un pas de côté sur son protocole scientifique pour travailler avec des fermes commerciales. Et à l'inverse, il fallait aussi que les partenaires professionnels ou économiques acceptent que la production de résultats prenne du temps. Et finalement, c'est un exemple, hein, et finalement, ces dialogues-là, ils aboutissaient à des résultats particulièrement appropriables, mais le fait de pouvoir travailler ensemble et de co-construire a été décrit et perçu finalement comme un résultat à part entière. Donc ça montre aussi que le PEI, c'est un cadre particulièrement intéressant pour mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui de la recherche participative, puisque ça oblige chacun à faire des pas de côté. Ces pas de côté pour co-construire, pour obtenir des résultats, mais finalement, ces pas de côté sont aussi des réelles montées en compétences. Il ne faut pas non plus nier que voilà, ces pas de côté, ces recherches d'horizontalité, c'est complexe, ça traduit des gouvernances particulièrement ardues, particulièrement prenantes, qui peuvent être source d'épuisement. Alors, on a eu aussi des retours comme quoi ben voilà, cette co-construction et cette coproduction de résultats, et c'est finalement ces temporalités différentes entre le temps de la recherche, le temps professionnel, le temps du projet, etc., n'arrivaient finalement pas, dans certains cas, à se coordonner. Euh, Ce qui est intéressant tout de même, c'est que ces démarches collectives, elles renforcent l'interconnaissance, elles nourrissent les dynamiques et finalement, elles font évoluer les postures professionnelles. Et là, on a un grand résultat du PEI finalement, c'est que ça fait monter en compétence les personnes qui ont participé à ces PEI-là, ça fait évoluer les postures et finalement, c'est des choses qui sont reproductibles, c'est des compétences qui sont reproductibles dans d'autres projets ou dans d'autres situations par la suite. J'ai même envie de dire plus que le livrable en tant que tel, la nouvelle technique, le nouveau produit, le nouvel, etc. Ces phases d'apprentissage mutuel et d'interconnaissance, elles sont vraiment capitalisables par les acteurs qui ont participé. Voilà, pour résumer cette partie-là, vous voyez qu'on on a évolué nous, aussi dans notre réflexion. Finalement, on a analysé ce que faisait le PUI, mais le PUI nous a fait quelque chose aussi en termes de production de connaissances, puisqu'on était dans une volonté d'identifier les chemins d'accès à la connaissance, et on s'est rendu compte que ces chemins d'accès étaient des réelles innovations. Et tout ça est permis par le multi-acteur, qui finalement est un point d'accès au départ, un point d'exercice, un point d'appropriation des résultats. Voilà. Je ne reviens pas sur une pratique coûteuse, mais ça reste une pratique qui modifie durablement les façons de faire. Et finalement, on pose la question dans notre étude sur les apprentissages, c'est plus seulement des moyens d'accès à la connaissance, mais des vrais résultats qui sont non mesurables. Et c'est là la difficulté d'évaluation des politiques publiques quand vous avez ce type de résultats-là qui sont non mesurables, non palpables, mais qui finalement sont peut-être ceux qui restent le plus dans le temps. Donc il faut vraiment afficher et affirmer que le PEI, c'est un levier pour nourrir les expériences de coopération, pour susciter des situations d'apprentissage au cœur des innovations, et c'est vraiment un dispositif pour mettre en place les sciences participatives. Et puis, troisième question, dans laquelle on a essayé d'investir, c'est finalement comment des productions, des savoirs qui sont situés hein, dans un espace et dans le temps, avec des acteurs particuliers, dans des territoires particuliers, eh ben, on peut avoir un déploiement de ces dispositifs-là en dehors des acteurs, en dehors des territoires concernés par les GOPEI. Et donc là, ce que je vous propose aussi, c'est de voir comment ces processus-là ont été travaillés et appropriés par les différents GOPEI.
et aussi de produire une analyse sur ces éléments-là. Ce qu'il faut rappeler, mais là encore une fois, je pense que je n'apprends rien à celles et ceux qui sont dans les GoPU, qui les suivent, mais c'est que la formalisation et la valorisation du résultat, elle prend du temps et qu'elle se fait souvent après le projet, c'est-à-dire que le projet prend du temps, hein, forcément, 12 mois, 24 mois, 36 mois, voire plus. Et finalement, la valorisation des résultats en tant que tels, elle se fait souvent après coup, après le projet. Et c'est là aussi où il y a une certaine longueur d'avance dans certains pays qui pensent dans leur financement du projet une phase de valorisation des résultats. Et finalement, ça pose aussi la question de la pérennité des acteurs. Quand vous avez des structures qui fonctionnent et qui enchaînent et qui ont plusieurs projets qui permettent de pérenniser les personnes qui étaient dans les différents PEI pour ensuite déployer les résultats. Donc la formalisation et la valorisation, elle prend du temps. Et finalement, pour diffuser, au-delà des résultats en tant que tels, ce qu'on a constaté, c'est que les GoPEI ont plutôt tendance à vouloir capitaliser sur l'expérience vécue. Finalement, j'ai envie de dire capitaliser sur la méthode et les livrables qui ont été obtenus et de diffuser finalement l'ensemble de leur démarche. Pas uniquement les résultats en tant que tels, mais comment ils ont abouti à ces résultats-là. Voilà, c'est ce qu'on a intitulé par capitaliser sur l'expérience vécue. Euh, voilà, je rappelle aussi que la diffusion, elle s'anticipe avant la fin du projet, c'est-à-dire que quand vous avez des GoPU qui ont anticipé cette diffusion et qui ont anticipé cette sortie-là, on a une diffusion qui est facilitée, mais une diffusion qui reste soumise à la présence des personnes en place et aussi des espaces de diffusion, notamment via d'autres politiques publiques, d'autres projets, d'autres partenariats qui permettent de valoriser. Finalement, on a vu que le PEI, des fois, il s'inscrivait dans la continuité d'autres projets. Et ben finalement, pour valoriser le PEI, il faut aussi intégrer le PEI dans d'autres projets suivants. Et puis, rappeler que les innovations organisationnelles, elles insistent davantage sur le chemin d'accès à la connaissance. Et donc, vous avez des GoPEI qui ont valorisé finalement leur méthodologie plus que leurs résultats en tant que tels. Et donc, ça pose la question de qui pour piloter ces transmissions-là. Et c'est là où la plus-value dans les PEI d'avoir des structures qui ont à la fois des maillages locaux, mais aussi des réseaux nationaux pour rediffuser ces innovations-là et ces méthodologies-là. Je pense aux chambres, aux instituts techniques, mais c'est pas. On a eu aussi d'autres partenaires qui avaient ces structurations-là, mais la diffusion, elle n'a pas forcément marché. Donc c'est pas parce que vous êtes dans ces configurations-là que ça marche, et inversement, c'est pas parce que vous êtes euh, pas ce type d'acteur-là, que vous n'avez pas possibilité de diffuser et de disséminer les différentes innovations. Mais en tout cas, ça reste facilité quand il y a une certaine continuité et un certain maillage de certaines structures. Sur les espaces, on a vu que une bonne partie des GoPEI avaient pour ambition de poursuivre la démarche et de capitaliser sur ces résultats via d'autres programmes comme les leaders, les CASDAR, voire d'autres PEI. On a vu aussi que certains partenaires, et notamment partenaires professionnels du monde agricole, ont préféré redescendre à une dimension plus fine avec des GI2E, voire des MAEC à l'échelle individuelle. Mais voilà, on voit quand même que le PEI a eu un rôle de transformation des pratiques. En revanche, là où c'est plus compliqué, c'est pour la recherche, c'est de passer à un échelon supérieur du PEI vers les programmes européens. Voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait peu de strapontins, peu de paliers à passer du PEI au projet européen, notamment les projets Horizon 2020, etc. Euh, donc ça montre finalement que quand on regarde où se prolongent les collectifs post-PEI, soit ils maintiennent une échelle intermédiaire spécifique type CASDAR, leader et ils re-rentrent dans la considération territoriale, soit ils redescendent à des échelles plus fines, soit ils essayent de monter à des échelles nationales et internationales. Mais en tout cas, ça montre bien que le PEI, dans cette articulation d'échelle, il est bien à une échelle spatiale et territoriale spécifique. Et puis, il y a une question aussi qui se pose, finalement, la différence entre des livrables produits dans le temps du projet, et finalement les résultats attendus, les résultats réellement transformateurs. Et c'est d'autant plus le cas quand on est face à des temporalités telles que sont les temporalités dans le monde sylvicole. Voilà. Finalement, quelles sont les avancées et les innovations sur lesquelles peuvent capitaliser les acteurs? Eh ben, c'est à la fois peut-être des innovations techniques, technologiques, mais aussi le fait d'avoir travaillé ensemble
et d'avoir co-construit des problématiques qui peut être un chantier pour demain, pour envisager d'autres formes de transition, d'adaptation au changement climatique, etc. Voilà, je vous ai mis deux verbatim qui expriment bien l'enjeu et les questions posées par la forêt et la production sylvicole dans les pays. Dans tous les cas, il y a une recherche de dépassement du mode projet pour ces productions-là. Et justement, pour dépasser le mode projet, finalement, ça se pose la question de la continuité, c'est-à-dire comment finalement maintenir cette dynamique-là dans le temps et ne plus être dépendant de politiques publiques ou de projets qui viennent finalement maintenir des acteurs et des compétences en place. Et c'est là où on s'est rendu compte que eh bien, les autorités de gestion, elles peuvent être lieu de continuité, à la fois pour la diffusion, la mise en réseau et la montée en compétences, en disant, bah voilà, il y a eu tel projet à tel moment avec tel partenaire, rapprochez-vous, euh, et aussi pour avoir une vision stratégique à l'échelle régionale de ce qui se produit, de ce qui se fait. Donc vraiment replacer les autorités de gestion dans la continuité de ces savoirs-là, par la capacité de mise en réseau. Euh, il n'empêche que ça suppose des compétences, du temps, bien sûr, et des compétences d'animation spécifiques avec des postes associés dans ces autorités de gestion. Et puis aussi, autre échelle, c'est revenir au territoire, finalement, via les collectivités territoriales qui sont parfois membres des GOPEI. Elles aussi, elles peuvent capitaliser sur les compétences et sur les connaissances créées et acquises dans les différents GOPEI, donc les maintenir dans le temps, les associations aussi, les acteurs économiques qui ont été nombreux dans la première phase de GOPEI peuvent eux aussi être vecteurs, alors pas forcément de diffusion des résultats, mais au moins de pérennisation et de capitalisation de ces résultats. Ce qui amène du coup le cas des acteurs économiques à aussi penser que dans les territoires, on peut être face à des jeux d'acteurs parfois verrouillés, hein, ou des changements de politique qui font que les savoir-faire et les connaissances acquises s'effritent ou partent. Et puis aussi, la question qui se pose, c'est quand vous avez des acteurs privés dans les GOPEI qui ont capitalisé sur des connaissances, y compris techniques et technologiques, avec parfois des brevets associés. Et là, on s'est vraiment posé la question de où était la place de la diffusion finalement lorsque vous avez euh, ces connaissances-là, et on retombe tout de même face à la notion de concurrence économique et de propriété industrielle une fois que le projet est terminé. Donc finalement, le PUI ne résout pas tout non plus. Claire, je te laisse la main pour la question, la conclusion, pardon, et après on passera aux questions. Voilà. Donc pour les conclusions, ce que l'on voit, c'est que on vous a mis un petit verbatim, mais je vais pas revenir dessus. Ce qu'on vous a montré, c'est l'importance du rôle des autorités de gestion qui jouent un rôle structurant clair du pré-projet à la diffusion. On l'a vu par exemple du choix soit de partir sur des gros projets ou des petits projets qui permettent à des acteurs de commencer à travailler ensemble. Deuxième point que vraiment, comme l'a montré Pierre, le PUI, c'est une échelle intermédiaire avec un cadre strict mais non normatif, c'est-à-dire que justement on peut innover et nous ce qu'on a vraiment regardé c'est ces formes d'innovation, on pourrait dire plus sociales, de coopération et collective. Cette procédure, elle est effectivement au cœur de la recherche participative, que enfin le multi-acteur, c'est pas seulement un objectif, c'est vraiment aussi un moyen d'avancer. Et puis le fait de pouvoir travailler ensemble, c'est aussi un résultat, le fait d'avoir mis d'être arrivé à constituer des collectifs avec des acteurs qui parfois ne se parlaient pas, n'avaient pas le même vocabulaire, n'étaient pas dans les mêmes réseaux. Donc tous ces effets silos dont on parle tout le temps, effets silos ou parfois des systèmes où on a des réseaux qui se superposent sur les territoires mais qui ne se parlent pas. Et je pense que là, on a vu des exemples où justement c'était intéressant.
Et bien entendu, malgré tout, le mode PEI n'échappe pas au mode projet. Donc, cette idée d'un financement sur un temps donné et qui pose la question de la continuité des politiques publiques et en particulier, comme Pierre vient de le souligner, la permanence d'acteurs et en particulier qui souligne un point qui revient toujours sur les enjeux en milieu rural et le facteur d'innovation, c'est l'importance de l'innovation et d'avoir des personnes qui restent sur un temps long pour favoriser l'émergence, appuyer ensuite, transférer et continuer à faire vivre le processus une fois que le projet est fini. Voilà, je trouve que, en tout cas, ça croise vraiment aussi des problématiques beaucoup plus générales autour du développement local, des enjeux, des appels à projets, tout en soulignant l'originalité du PEI. Alors peut-être en 2 mots pour laisser un petit peu de temps pour les questions, parce que nous avons été un peu longs. Quelques limites sur cette recherche. Hein. On a bien dit que nous, on était parti sur du qualitatif pour essayer d'évaluer d'une autre façon les formes d'innovation. Mais les limites ont été de pouvoir rencontrer des acteurs qui étaient présents aussi au début. Dans certains cas, on n'a pas pu avoir les animateurs, donc ce fameux turnover est en long. Et puis, évidemment, on n'a pas pu faire tout. On a fait des choix. Et aussi, peut-être, un regret de notre part, c'est peut-être de ne pas avoir aussi suffisamment travaillé, ou en tout cas avoir suffisamment de résultats, pas tant sur aussi les DROM et les liens au RITA. Voilà. Merci beaucoup, Pierre et Claire. Donc, comme vous avez pu voir on a pu répondre déjà au fil de discussions de messages, on a pu répondre déjà quelques questions. Je voudrais revenir là sur une première question, comme l'avait noté Pierre, sur la méthode ASIRPA. Voilà. Il y avait une question notamment au niveau de la temporalité de ces projets. Et voilà. Oui, alors c'est vrai que Azirpa a développé soit une analyse ex post ou une analyse in itinéré. Et donc ex post et post-projet, évaluer les impacts du projet après coup et in itinéré, c'est durant le projet évaluer les impacts. Nous, on est finalement entre deux, c'est-à-dire que les projets viennent tout juste de finir, donc on n'a pas assez de recul et en même temps, on n'est pas dans les projets. Donc on s'est situé à cette interface-là. Euh, et rappeler aussi qu'Azirpa, au départ, c'est une méthode pour penser les impacts de la recherche sur une question. Et c'est là où finalement le travail de traduction sur le CASDAR a été intéressant. C'est comment on bascule d'une évaluation des impacts de la recherche aux évaluations de l'impact d'une politique publique en tant que telle. Et nous, en fait, ce qu'on a particulièrement travaillé et repris de ces méthodologies-là, c'est la mise en récit de l'impact, c'est-à-dire de créer un récit à partir des différents témoignages, des différents entretiens des parties prenantes de chaque PEI, voilà, de mettre en récit dès le départ du projet jusqu'à sa finalité, jusqu'à sa sortie, et de créer un récit. Ensuite, voilà, avec reprise d'Azirpa sur les inputs, voilà, qui interagissait, qui rentrait dans le projet, qu'est-ce qui ressortait, et quelles étaient les deuxièmes sorties, c'est-à-dire les étapes de diffusion qui étaient là, les inputs deux, mais voilà, on a vraiment utilisé la méthode Azirpa pour la méthodologie en tant que telle et non pas finalement pour évaluer l'impact en tant que tel que ça pourrait l'être, puisque finalement on voit bien que les résultats qu'on montre, ils ne peuvent pas être évalués en tant que tels. Enfin, une partie des résultats des PEI, avec l'innovation organisationnelle, la montée en compétences, elle est difficilement mesurable. Donc finalement, on s'est appuyé sur notre méthodologie de collecte et de traitement des données d'Azirpa, d'Impress aussi, hein, je le souligne, et des adaptations diverses d'Azirpa, mais on n'a pas appliqué la méthode en tant que telle, parce qu'on n'avait pas ni l'intérêt ni les moyens de l'investir. Et c'est là où finalement l'intérêt de cette méthodologie-là,
c'est qu'elle prouve sa capacité à être plastique et à être euh, euh, appropriable plus que ce pourquoi elle avait été pensée au départ. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des mains levées? Euh, Sinon, en attendant, j'avais une question. Il y a un rapport de la commission, de la Cour des comptes européenne sur le PEI, le GOPEI, qui est sorti en février dernier. Il y avait aussi le rapport de la CGER et puis aussi un autre rapport de la Cour des comptes française sur l'innovation en agriculture, donc qui est plus large, le dernier, qui est aussi très intéressant. Et les trois pointent du doigt, comme vous l'avez vu, la question de la diffusion et de l'adoption des connaissances. Euh, quel conseil vous donneriez avec votre regard simplement sur ces projets GOPUI, hein, vous n'avez pas un regard beaucoup, vous n'avez pas étudié plus largement, vous pourriez donner au GOPUI, puis même aux régions, qui sont aussi autorités de gestion, pour faire que cette diffusion soit plus facile à faire ou bah, plus efficace. Voilà. Si, juste de façon peut-être extérieure pour dire, enfin un peu plus. Moi, je dirais que ce qui est intéressant dans le GoPUI et ce qu'on a mis en avant, c'est les innovations un peu en termes de méthode et de façon de faire. Et que parfois certaines innovations, elles ne sont pas transmissibles parce qu'on a des jeux. Enfin, il faut aussi réfléchir à cette idée de transmission ou de diffusion en dehors du consortium donné, mais ce qui est vraiment transmissible et qui devrait être mis en valeur, c'est aussi la façon de faire d'une manière générale. C'était un petit peu C'est vrai on touche. pourrait se dire que c'est antinomique au départ, de se dire comment on diffuse des savoirs situés. Euh, Mm. Néanmoins, quand on voit, et finalement, on est sur des pays qui travaillent sur le vivant, en agriculture et en sylviculture, et finalement, les innovations techniques ou technologiques d'aujourd'hui seront peut-être plus valables dans quelques années. Or, la capacité de travailler ensemble et de faire interconnaissance, ça, c'est des éléments qui, de toute façon, vont servir pour anticiper et mener les transitions. Et donc, c'est là aussi où nous, on a envie d'insister, c'est de vraiment déjà de valoriser ce type d'innovation-là. Plus que déjà de penser à les diffuser, c'est de faire reconnaître que le chemin d'accès à la connaissance est une connaissance en tant que telle et que ça aussi, ça vaut le coup d'être valorisé. Et ensuite, ne serait-ce que déjà par les acteurs présents dans les PEI, c'est de mettre des acteurs qui ont capacité ensuite à diffuser, à capitaliser. Donc ça peut être soit des instituts, mais ça peut être aussi, je pensais à des structures comme il y avait Cap Rural avant en Auvergne-Rhône-Alpes qu'on connaît bien, qui avaient cette capacité-là. Voilà, des acteurs aussi qui peuvent capitaliser, diffuser et aussi finalement accompagner les acteurs qui souhaiteraient mettre en place ces mêmes types d'innovation. Finalement, c'est peut-être diffuser la méthode d'obtention et voir mettre en place des méthodes pour créer des méthodes. Enfin, je, je, voilà, c'est un peu ironique, Et mais c'est ça en fait. Vraiment, on insiste sur ce rôle de passeur et d'animateur. Et ce rôle, voilà, de ces acteurs qui vont transmettre des processus et qui vont peut-être aussi permettre de montrer l'utilité de l'expérience. D'une expérience qui n'est pas forcément reproductible en tant que telle, mais reproductible dans sa méthode. Voilà. Et je pense que ça passe vraiment aussi par faire prendre conscience aux membres des GoPUI que le chemin d'accès à la connaissance est une connaissance en tant que telle et est un résultat. Ça passe, à mon avis, déjà par là. Ok. Peut-être vous pourriez l'expliquer aussi à d'autres institutions. Tout à fait. Euh, Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je vois pas de main levée. Du coup, s'il y a une personne question, on peut prendre la parole là. Vas-y, Baptiste.
Oui, bonjour. Du coup, moi, je suis chargé de mission PU en Bourgogne-Franche-Comté et c'est vrai que la question de la limite entre l'obligation de diffuser les résultats et les brevets et on va dire le secret industriel, c'est un peu une question sur laquelle on se casse un peu les dents pour Mm. avoir des projets innovants et ambitieux dont l'innovation se diffuse. C'est des projets qui sont financés à 100% chez nous, mais pour autant garder une part du secret, du secret industriel. Je sais pas comment est-ce que, enfin, si vous avez fait un état des lieux des questions, comment ça s'aborde dans les différentes régions, mais ouais, c'est une ligne un peu floue. Et Moi, je peux pas peut-être vous répondre sur comment ça s'aborde dans les deux autres questions, mais c'est une question qu'on va retrouver dans d'autres projets, y compris sur des projets de recherche-action, par exemple, avec des industriels. On a d'autres projets comme ça dans le cadre de notre labo, ou même nous, en tant que chercheurs, on est limité dans notre diffusion artiste, enfin, dans notre diffusion scientifique. Donc, c'est vraiment aussi enfin, je pense que c'est un champ aussi de réflexion qu'on peut avoir aujourd'hui sur ces liens entre propriété industrielle et ce qu'on peut dire et pas dire et dans quel pas de temps. On peut interrompre, excusez-moi, mais c'est pas les mêmes régimes d'aide d'État. Le PUI, c'est diffusion large des résultats, donc par définition, vous êtes hors secteur concurrentiel. À partir du moment où vous entrez en secteur concurrentiel avec une diffusion limitée des résultats au profit d'entreprises, et ben c'est d'autres dispositifs et d'autres régimes d'aide d'État. Voilà. Chez nous, c'est la direction de l'économie qui s'en occupe, par exemple. Voilà. Là-dessus, il faut être Et très du, clair. ouais. Et du coup, c'est le régime d'aide d'État spécifique au projet qui cadre les exigences sur la Non, non, diffusion c'est des. dans le PUI, c'est diffusion large des résultats, donc ça exclut les projets qui cherchent, qui ne diffusent pas les résultats. C'est d'autres dispositifs. C'est pas le PUI. Ok. Il y a pas mal de dispositifs labo-entreprise, justement pour favoriser l'innovation d'entreprise, mais pour des innovations qui sont dans le secteur concurrentiel. Donc ce n'est pas le PUI, c'est d'autres dispositifs nationaux, régionaux, qu'importe, mais voilà. En effet, Les taux d'aide sont plafonnés dans ces cas-là aussi. cette question a été notamment pointée dans le rapport de la Cour des comptes européenne qui était diffusé, du coup, qui se posait la question que certains PUI n'avaient pas été diffusés vraiment et avec des résultats qui n'étaient pas du tout publics. Voilà. Donc, c'est vrai que l'objectif premier, c'est d'avoir des résultats diffusables. Là, par exemple, on a le cas d'un projet sur la laine qui vise à valoriser la laine de plusieurs façons, dont faire du terreau. Et pour ça, du coup, il y a des experts sur le compostage de la laine. Et après, un des résultats sera la formulation du terreau. Et du Mm. coup, c'est des syndicats au vin ou la chambre d'agriculture et pas forcément des entreprises privées non plus. Et là, Ouais. c'est un cadre un peu flou où c'est une action dans plein de projets, pas forcément initialement porté par un acteur économique, mais enfin, dont le projet avance dans cette direction-là. Dans ce cas-là, ils peuvent présenter un projet avec un projet de brevet. Parce un brevet, c'est public, mais c'est pas répété. On peut pas le répéter. Ouais, non, mais c'est sur quoi on part, mais ouais, du coup, voilà, c'est un peu pour un exemple concret Ouais. à partager. Et puis, je me permets, il y a aussi parfois des innovations qui sont pas forcément appropriables par tout acteur économique. Sans tomber dans le brevet en tant que tel, ou dans le secret industriel, il y a aussi certaines innovations techniques, où je pense à des outils très technologiques qui ont été inventés et trouvés et mis au point pendant les GoPUI, où compte tenu du coût, on peut se demander aussi quel type d'acteur peut se saisir de ça derrière. Voilà. Et on n'est pas dans le brevet là, on est dans la diffusion, mais voilà, c'est aussi des questions qui apparaissent. Cécile avait levé la main. Tu voulais encore dire? Non, non, j'ai répondu. D'accord, Ouais. très bien. On a encore deux questions écrites, si on a encore le temps d'y répondre. Il y a une question d'Adrienne Schneider. Est-ce que vous avez pu faire des comparaisons avec d'autres types de financement qui pourraient servir le même objectif? Je crois qu'elle est encore présente, donc si elle souhaite préciser sa question également. Alors non, l'objectif c'était pas de faire une comparaison.
avec d'autres programmes, mais finalement de comprendre cette spécificité-là, mais aussi de réancrer le PEI dans d'autres dynamiques, mais on n'a pas comparé en tant que tel euh, avec d'autres dispositifs. Mais de toute façon, quand on voit les articulations que se font, pardon, les acteurs entre eux et les poursuites de projets et les relais qui sont faits, on peut difficilement décorréler les PEI des autres dispositifs. Mais en tant que tel, on n'a pas regardé vu que ce n'était pas le propos. Ok, merci. Mais ce serait une plus vaste étude et d'autant plus enrichissante. Merci beaucoup. Et on a une dernière question donc de Pauline Cadoret. Avez-vous eu des retours pour savoir si l'implication d'acteurs de l'aval des filières agricoles, agroalimentaires, a facilité la prise de risque et le changement de pratique des producteurs? Alors, attendez, j'ai coupé. J'arrive pas à retrouver, j'arrive pas à retrouver la question par écrite. 14h59. Oui, c'est la toute dernière. Pauline Cadoret. Ouais, bah, j'ai perdu. Voilà, ouais, je la cherchais en même temps, je suis désolé, Je je suis toujours connectée, je peux préciser si Ah vous ouais, souhaitez. Ouais, d'accord, parfait. Ouais. Pauline Cadoret, je travaille à CDA France, notamment sur la capitalisation des GI2E et des groupes 30 000. Et je faisais lien avec la question sur la diffusion et l'appropriation des innovations qui ont été créées dans le cadre de ces GoPI. Souvent, sur les GI2E et les 30 000, ce qu'on observe, c'est que les innovations, les agriculteurs peuvent éventuellement se les approprier, mais pas forcément passer le cap du changement de pratique et de la prise de risque de ce changement de pratique parce que les acteurs de l'aval des filières agricoles ne sont pas impliqués ou ne sont pas forcément prêts à accepter voilà, ces changements de pratique. Donc, je me demandais si justement dans le cadre de PEI qui avait impliqué des filières plus larges, est-ce que voilà, vous aviez observé des retours sur cette organisation-là? Euh, Je pense que c'est encore, compte tenu du pas de temps sur lesquels on a travaillé sur des PEI qui venaient de finir. Donc, voir cette sortie-là, je pense que c'était encore trop tôt pour évaluer. Et là, c'est là où justement on parlerait d'impact. C'est-à-dire la diffusion et la sortie des transformations en dehors du projet. Et le pas de temps ne nous permet pas aujourd'hui d'apprécier cela. Puisque voilà, nous on a travaillé sur des PEI qui ont pris fin il y a 2 voire 3 ans grand maximum. Donc le recul pour apprécier et pour répondre à ces questions-là, pour l'instant, je Moi, je crois peux pas qu'on ajouter les ait quelque vus. chose par rapport à ça. Je crois que c'est une question qui est juste aussi. C'est vrai pour les GOPUI, qui est la prise de risque, parce que quelque part, on n'a pas comme un business plan pour l'adaptation d'une innovation pour une exploitation agricole à taille réelle, quoi. Enfin, pas forcément. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'Europe a mis en place et est en train de mettre en place des Living Labs. Donc, les Living Labs, ce sont plutôt à échelle beaucoup plus importante. Et quelque part, c'est un peu entre le stade de l'innovation et l'adoption totale par un groupe d'agriculteurs pour leur exploitation. Et le Living Lab, c'est vraiment le lieu qui va essayer de prouver euh, aux exploitants que ça vaut le coup d'adapter cette solution. Mais là, on a quand même pu voir que le lien en situation réelle et les tests en situation réelle avec les agriculteurs, ça on a pu le voir dans certains GoPEI. Mais c'est vrai que tester et voir si ces changements de pratique chez les agriculteurs, comment elles sont reçues après en aval de la filière, c'est vrai que nos exemples n'ont pas vraiment permis de voir ça. Je pense que en effet, c'est encore trop tôt. Par contre, de dire que les pratiques sont plus facilement appropriables quand vous avez des agriculteurs dans le PEI qui Voilà, sont ça c'est concernés, clair que c'est un résultat. qui construisent la problématique, qui sont aussi partie prenante et qui renvoient finalement les questions à chaque fois sur bah, concrètement comment je le mets en place. Là, tout à l'heure, je parlais de ferme conventionnelle, enfin, ou ferme commerciale, pardon. Mais c'était ça. Et ben en fait, ça ramène le terrain. Et du coup, là, on a vu que ça favorisait du moins l'appropriation des résultats ou la prise en compte de ces résultats. Par contre, comment dans le temps
ils se mettent en place. Là, on est encore dans un pas de temps beaucoup trop tôt. Mais Mm. par contre, le fait que ça se poursuive en GU2E est une forme de continuité. Oui, d'accord. D'accord, je vous remercie.